Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Au micro, c'est Rosine Mounezero et à la coprésentation de cette édition, je suis avec Mohamedou Oumfa. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des dysfonctionnements et troubles du désir sexuel. Nous passerons en revue les cas les plus fréquents chez les personnes sexuellement actives. Docteur Jeanne Dio. Le trouble le plus fréquent qu'on trouve chez l'homme, c'est l'éjaculation prématurée, suivi des troubles de l'érection, suivi des troubles du désir sexuel. Alors que chez la femme, c'est l'absence d'excitation sexuelle, qui se manifeste par une absence de lubrification. En Afrique, où il existe de nombreux foyers polygamiques et où les jeunes s'engagent de plus en plus dans la vie sexuelle, les professionnels notent une demande croissante de produits aphrodisiaques. Docteur Jean-Pierre Diouf. Nous sommes dans un environnement où les gens ont une activité sexuelle plus dynamique. De plus en plus, on reçoit des patients, une population qui souhaite nous entretenir de ce sujet-là et trouver des solutions. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amanguin Cap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, des progrès sans précédent ont été accomplis ces dernières années dans la lutte contre les maladies tropicales rares. En effet, Rosine, ces maladies affectent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, principalement en Afrique et en Asie, selon le 4e rapport sur ces maladies publié mercredi à Genève. L'OMS a observé des progrès records pour faire plier d'anciens fléaux comme la maladie du sommeil ou l'éléphantiasis. C'est ce qu'a déclaré le docteur Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, en ajoutant que ces 10 dernières années, des millions de personnes ont échappé à l'handicap et à la pauvreté grâce à l'un des partenaires mondiaux les plus efficaces de la santé publique moderne. Ces maladies rares, appelées aussi maladies tropicales négligées, MTN, sont au nombre de 19 et selon l'OMS, elles aveuglent, mutilent et défigurent des centaines de millions de personnes dans les bidonvilles et dans les régions les plus pauvres de la planète. Et puis le rapport 2017 de l'OMS relève que pour la seule année 2015, 1 milliard de personnes ont été traitées pour au moins une de ces maladies. Effectivement, Rosine, 556 millions de personnes ont eu un traitement préventif contre la filariose lymphatique et l'éléphantiasis. Cette maladie est une infection transmise par les moustiques et provoque un gonflement anormal des membres et des organes génitaux. Le nombre de cas de trypanosomiase africaine, maladie du sommeil, n'a été que 3 000 en 2015, un chiffre bien éloigné des 37 000 nouveaux cas enregistrés pour la seule année 1999. Cette maladie est mortelle pratiquement à 100% en l'absence d'un diagnostic et d'un traitement rapide. Le trachome, principale cause infectieuse de cécité dans le monde, ne fait plus partie des problèmes de santé publique dans 3 pays, soit le sultanat d'Oman, le Maroc et le Mexique, se félicite l'OMS. L'OMS estime par ailleurs qu'il y a environ 2,4 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires de base comme des toilettes ou des latrines et que 660 millions continuent de boire de l'eau impropre. Et puis au Nigeria, l'épidémie de méningite, le bilan grimpe à 745 morts. Oui, Rosine, près de 750 personnes sont décédées depuis 5 mois d'une épidémie de méningite qui frappe le nord du Nigeria, a annoncé mercredi le Centre national nigérian de surveillance des maladies NCDC. Au total, 745 décès ont été enregistrés sur plus de 8000 cas suspects recensés, malgré une vaste campagne de vaccination lancée par les autorités, selon un communiqué officiel. Le 12 avril, un précédent bilan faisait état de 489 morts. L'immense majorité des cas suspects, soit 93%, ont été recensés dans certains États du nord du Nigeria, Zamfara, Sokoto, Katsina, Kebbi et également dans une partie du Niger voisin. Le NCDC et ses partenaires ont mis en place une surveillance renforcée pour détecter et signaler rapidement de nouveaux cas, vacciner les populations les plus à risque et traiter les personnes diagnostiquées porteuses de la maladie. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Niger où l'hépatite E a tué 25 personnes dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria.
En effet, le ministère de la Santé a indiqué que 25 personnes sont mortes dans la région de Difa, une région qui abrite quelques 300 000 déplacés et réfugiés de Boko Haram. À la date du 19 avril, il a enregistré 86 cas d'hépatite virale E, dont malheureusement 25 décès. Les autorités publiques, l'Organisation mondiale de la santé OMS, Médecins sans frontières MSF, et l'UNICEF ont lancé des campagnes de sensibilisation et prennent en charge gratuitement les malades, à majorité des femmes enceintes, a souligné Ilyasu Mainasara, le ministre de la Santé au Niger. Et toujours selon ce responsable public, la situation est sous contrôle. Oui, la situation est sous contrôle. Néanmoins, il a appelé la population à la vigilance et surtout à se rendre d'urgence dans un centre de santé dès l'apparition des signes de cette maladie. La fièvre, les maux de tête, les vomissements, les douleurs abdominales, les urines foncées sont en effet des principaux signes de l'hépatite E selon le ministre. Chez les femmes enceintes où il y a le plus de décès, l'hépatite E se manifeste également par des douleurs au bas-ventre, a-t-il prévenu. L'hépatite E est une maladie du foie causée par un virus qui se transmet par voie fécale-orale, principalement à travers de l'eau contaminée selon l'OMS. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Les rapports sexuels sont des moments intimes qui solidifient les couples et contribuent à leur stabilité. Mais chez certains, l'acte sexuel peut devenir un moment de tension et de frustration du fait des dysfonctionnements érectiles et autres troubles du désir. Éjaculation précoce ou retardée, baisse ou disparition du plaisir, sécheresse vaginale et douleurs pendant l'acte sexuel sont quelques cas de troubles fréquents. Quelles sont les causes de ces dysfonctionnements? Est-il possible de les éviter? Comment s'y prendre pour les surmonter? Ce sont des questions que vous posez certainement. Eh bien, nous avons trouvé les réponses auprès du docteur Jeanne Dio, sexologue, andrologue à l'hôpital général de Grand Yoff à Dakar au Sénégal. Elle nous présente tout d'abord les types de dysfonctionnements sexuels les plus fréquents chez ses patients. Alors, je peux dire que le trouble le plus fréquent qu'on trouve chez l'homme, c'est l'éjaculation prématurée. C'est-à-dire que l'homme va éjaculer avant qu'il ne le souhaite, suivi des troubles de l'érection et ensuite suivi des troubles du désir sexuel. Alors que chez la femme, le trouble le plus fréquent, c'est l'absence d'excitation sexuelle, qui se manifeste par une absence de lubrification. Et suivent après les troubles du désir sexuel. Comment effectivement vous les définissez? Quand on parle de ces troubles, de quoi il s'agit? D'accord. Donc l'impuissance sexuelle, c'est un mot générique, mais en fait, on parle de troubles de l'excitation sexuelle chez l'homme ou chez la femme. Parce que la réponse sexuelle normale, c'est d'abord une excitation sexuelle. Ensuite, cette excitation sexuelle atteint un niveau d'intensité, on dit un plateau. Et quand cette excitation sexuelle atteint son maximum, ça déclenche ce qu'on appelle l'éjaculation. L'éjaculation chez l'homme est concomitante à la jouissance, à l'orgasme, d'accord? Donc le cycle de la réponse sexuelle chez l'homme, c'est excitation sexuelle, phase de plateau qui correspond à une phase encore plus intense d'excitation sexuelle pour préparer à l'orgasme et à l'éjaculation. Quand il y a une dysfonction, on parle de trouble de l'érection ou de trouble de l'excitation sexuelle qui se manifeste par un problème d'érection ou de troubles de l'orgasme. Vous voyez que j'ai dissocié le désir sexuel, puisque une excitation sexuelle peut exister sans désir sexuel, donc être précédée par un désir sexuel. Alors, si on doit parler de troubles d'une personne dont on dit généralement qu'il a une impuissance ou des difficultés au niveau de l'érection, ça veut dire qu'il a un trouble de l'excitation sexuelle qui peut se manifester de différentes façons, soit parce que l'érection est rigide et là, il a une bonne érection, c'est rigide, mais tout d'un coup, l'érection tombe. Ça veut dire que cette érection est instable. Ou bien, qui se manifeste par une érection qui est là, mais qui est molle. Ou qui se manifeste d'emblée par une absence d'érection. Donc, c'est très important de demander à quelqu'un qui dit qu'il a des problèmes d'érection, comment il a typé la typologie de l'érection, comment ça se manifeste. Il faut que la personne s'exprime elle-même sur comment se manifeste le problème de l'érection. Et si c'est une femme, si elle a un problème au niveau de l'excitation sexuelle, ça va se manifester par une absence de manifestation au niveau génital, par une absence de lubrification le plus souvent. Et alors, quelles sont les causes de cette faiblesse sexuelle chez l'individu? Voilà, les causes sont multiples. On dit que c'est multifactoriel, qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Parce que si on dit que la sexualité il y a un côté social de la sexualité,
Il y a un côté psychologique de la sexualité. Et même des difficultés économiques jouent sur la psychologie de la personne. Donc, on dit que c'est pour ça qu'on dit que la sexualité est multidimensionnelle. Beaucoup de dimensions de la personne humaine a une influence sur la sexualité de la personne et sur les comportements sexuels. Et donc, au niveau des troubles de l'excitation sexuelle, au niveau individuel, psychologiquement, quand la personne est stressée ou angoissée, quand elle va pas bien, ça ne laisse pas de place à l'excitation sexuelle. Donc, vous avez des gens qui ont des périodes normales d'érection, une vie sexuelle normale, puis tout d'un coup, au décours de certains événements de vie ou de difficultés au travail ou de difficultés économiques, il peut se présenter un problème d'érection. Ça, c'est au niveau individuel. Vous pouvez avoir aussi des problèmes relationnels, interpersonnels entre le monsieur et sa partenaire ou, en tout cas, quand les relations ne sont pas au beau fixe, qui peuvent influencer sur la relation. C'est vrai que les maladies, quand on est jeune, un jeune de 30 ans qui vient se plaindre de dysfonction érectile ou d'éjaculation prématurée, il faut faire des tests sanguins pour voir s'il n'est pas diabétique, surtout s'il vous dit que ses parents sont diabétiques. Quand l'homme prend de l'âge, aussi, l'ennemi de l'être humain, c'est l'âge. Il peut avoir une hypertension, les maladies peuvent apparaître, hypertension, qui peut secondairement créer un problème d'érection parce que les vaisseaux sont atteints. Mais justement parce que l'âge aussi, le cycle de réponse sexuelle, la façon d'être excité, tenir dans la durée et éjaculer peut être modifié par l'âge. Le temps de l'érection est plus court, la durée de l'acte sexuel ou l'arrivée de l'éjaculation peut être plus rapide. La période entre deux rapports sexuels peut être plus courte. Alors, plus longue, la période entre deux rapports sexuels peut être plus longue. Ils vont se plaindre de ne pas pouvoir avoir deux rapports sexuels à la suite. Et quand vous parlez de l'âge, c'est quoi l'âge auquel il faut s'attendre à ce genre de changement? Non, l'âge adulte, vous savez que le troisième âge, c'est à partir de 60 ans. C'est l'âge du troisième âge, c'est pas 50 ans. Et ça ne veut pas dire qu'à 60 ans, on a des problèmes. Il y a des gens qui n'ont aucun problème de sexualité jusqu'à leurs 80 ans. Mais pour des gens qui sont plus aptes à avoir de l'hypertension ou qui n'ont pas fait des apprentissages au niveau des habiletés sexuelles, peuvent se retrouver avec l'âge ou qui ont beaucoup de pudeur à manifester leurs émotions, peuvent se retrouver à l'âge âgé avec des problèmes d'excitation sexuelle qui font que moins ils sont excités, plus ils ont des problèmes d'érection. Et là, la culture joue beaucoup. Y a-t-il des thérapies ou des pratiques à adopter, un type de comportement pour justement? Voilà. C'est déjà, il faut avoir un certain savoir sur sa santé. Parce qu'on parle de santé sexuelle, il faut avoir des connaissances de comment maintenir une bonne santé sexuelle. Il faut une hygiène de vie, il faut pouvoir faire du sport, il faut manger sainement pour éviter le diabète, faire du sport régulièrement pour se sentir en forme psychologiquement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les habiletés sexuelles, c'est-à-dire avoir une sexualité épanouie, c'est un apprentissage. Quand on est jeune, on a l'impression que on a la force, on est vigoureux, ça va tout seul. Non, il faut apprendre à ressentir de l'excitation sexuelle. Il faut apprendre à faire durer l'excitation sexuelle par le travail de la sensualité, par les 5 sens. Le regard, qu'est-ce qui par le regard excite? Qu'est-ce qui par l'ouïe, le fait d'entendre des choses excite? Qu'est-ce qui par l'odorat excite? Qu'est-ce qui par le goût, s'embrasser excite? Qu'est-ce qui par les caresses excite? C'est-à-dire que je n'attends pas, si je suis un homme, je n'attends pas que ce soit ma femme elle-même qui fasse des choses en moi qui m'excitent et je dis, ma femme est excellente. Non, c'est quelle est, en tant qu'homme, si je suis un homme, quelle est la capacité que j'ai à ressentir de l'excitation sexuelle, à le travailler en moi-même, et que secondairement, tout ce que la femme fait vient amplifier ce qu'il y a en moi. Ça, c'est un apprentissage dans notre culture africaine. Parce qu'on utilise la sensualité et cette partie sensuelle est très tabou. Parce que la séduction seule ne suffit pas. Culturellement, on apprend la séduction, comment faire plaisir à l'autre, comment attirer l'autre, comment séduire. Ça, c'est culturellement, je pense, dans toutes les... naturellement, on apprend ça. Tout à l'heure, vous parliez justement du tabou et vous êtes l'une des rares sexologues sur le continent africain. Et c'est rare qu'on trouve des sexologues sur le continent africain. Est-ce que vous êtes, vous avez des patients, vous avez des gens qui vous consultent pour ce genre de maladie? Bien sûr. Vous savez, chez les hommes, l'homme, culturellement, un homme doit toujours être prêt. Il doit toujours avoir une érection vigoureuse qui fait que s'il ne l'a pas,
il est prêt à aller consulter. Quand la case brûle, il est prêt à aller consulter. Donc, auparavant, je pense, avant que je m'arrive, beaucoup d'hommes allaient consulter quand ils avaient des problèmes d'érection. Maintenant, ce qui a changé, c'est que les femmes savent aussi que quand elles ne sont pas excitées, quand elles ne lubrifient pas, et que pour avoir du plaisir aussi, on peut consulter pour avoir les renseignements et faire des apprentissages au niveau des habiletés. D'accord? Donc maintenant, j'ai des gens qui viennent en couple, qui viennent en consultation en couple. C'est peut-être ça la différence. Maintenant, avec les séances d'information qu'on fait à la radio et comme je fais avec vous, si la population est au courant pour son propre épanouissement, pour sa propre santé, là, ils viennent en consultation tranquillement. Guérit-on de l'impuissance sexuelle? C'est pour ça que j'ai utilisé avec vous, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme difficulté. J'ai dit difficulté. Donc ça veut dire que c'est pas une maladie. Un problème d'érection peut être passager et peut ne correspondre à aucune maladie. Et que si on fait un travail au niveau de comment être excité, comment maintenir une excitation sexuelle, vous voyez, tout rentre dans l'ordre. Si une personne est fatiguée, il faut se reposer. Mais quand c'est au décours d'une maladie, si on fait une consultation à 50 ans, parce qu'on sait qu'à partir de 50 ans, on dit que chaque année, un homme doit aller faire un test sanguin pour le sucre, la glycémie, faire un test de cholestérol, voir s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, d'accord, voir s'il n'a pas de diabète, voir si son cœur fonctionne bien. Et tant que cette personne a son organisme qui fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça c'est pour les professionnels, à partir de 50 ans, un monsieur qui se plaint de l'érection et qui vient consulter, il faut rechercher ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est très important. Parce que le problème de l'érection est l'équivalent d'un trouble de vie qui peut être à risque d'avoir un accident cardiaque. Donc, il faut consulter un cardiologue ou un médecin généraliste spécialisé en médecine interne qui élimine tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Et là, il est tranquille. Il sait que ce n'est pas une maladie. Et il sait qu'il est hors de danger. Nous remercions le docteur Jeanne Dio qui nous répondait depuis Dakar, au Sénégal. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. À partir du 3e âge, la mécanique de la sexualité faiblit progressivement. Les vaisseaux sanguins qui irriguent le sang vers l'appareil génital pour déclencher l'érection ou la lubrification, eh bien, ces vaisseaux sanguins vieillissent. Il est donc parfois recommandé d'acheter des stimulants dans les pharmacies pour retrouver le désir. Mais il n'y a pas que les personnes qui ont des difficultés sexuelles qui utilisent ces produits. Certains jeunes s'en servent pour accroître leur performance sexuelle. C'est de ces produits que nous allons maintenant parler avec le docteur Jean-Pierre Diouf, pharmacien titulaire à la pharmacie Dar es Salaam à Dakar, au Sénégal. Il constate que de plus en plus de personnes utilisent ces produits. À l'état actuel, nous avons une gamme de médicaments qui est déjà disponible sur le marché, qui arrive quand même à satisfaire nos patients qui se plaignent de dysfonctionnement érectile. Il s'agit notamment de molécules à base de sildenafil, de tadalafil ou tout simplement des produits extraits de plantes naturelles. Alors, vous qui êtes pharmacien et qui pratiquez le métier tous les jours, est-ce que vous êtes régulièrement consulté dans un contexte et dans un continent où le sexe reste un sujet tabou? Oui, on est de plus en plus fréquenté pour ce sujet-là. Et parce que le comptoir, c'est le lieu où quand même on arrive à toute discrétion à gérer certains petits problèmes. D'autant plus qu'on est d'un accès très facile puisqu'on ne demande pas de ticket d'entrée. Donc de plus en plus, on reçoit des patients, une population qui souhaite nous entretenir de ce sujet-là et trouver des solutions. Alors vous dites de plus en plus, qu'est-ce qui selon vous peut expliquer ce phénomène, sa croissance, sa prégnance de plus en plus? Bon, de plus en plus, je pense que nous sommes dans un environnement où les gens ont plus de désir sexuel d'abord. Le désir sexuel, je peux dire que de plus en plus, il est exprimé. Et nous sommes dans un environnement où il y a une forte population qui est polygame. Ça veut dire des hommes qui ont plusieurs femmes et qui, naturellement, ont une activité sexuelle plus dynamique. Donc, c'est normal que dans ce contexte-là, que le besoin augmente. Certainement, ceux qui viennent vous consulter, il n'y a pas que des personnes d'un certain âge, il y a aussi des jeunes. Et dans l'opinion, on a souvent tendance à craindre que celui qui commence à consommer très tôt ces médicaments aphrodisiaques ou autres,
qu'ils puissent devenir dépendants ou alors qu'ils puissent tout simplement ne plus s'en passer et quand ils seront un peu plus âgés, les problèmes érectiles vont s'accentuer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il est connu que les troubles sexuels ont une prévalence plus élevée chez les sujets de 40 ans et plus. Ça, c'est connu. Il peut arriver qu'on voit des sujets un peu plus jeunes, mais toujours, cette catégorie de la population reste dominante. Ces jeunes qui utilisent très souvent ces produits-là, c'est des jeunes qui, au-delà des dysfonctionnements érectiles, dans l'acte sexuel, ils sont à la recherche d'une satisfaction qui n'est pas simplement sexuelle, mais qui est physique. Donc, ils ont envie d'augmenter leur performance physique dans l'acte sexuel. Mais vous, en tant que praticien, est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune, peut-être pour impressionner sa partenaire sexuelle, ou alors pour durer plus longtemps au lit, d'utiliser ces produits? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, des conséquences ou alors des effets plus tard? De façon, en tant que professionnel, nous savons déjà que ces médicaments-là ont un certain nombre d'effets secondaires qui sont connus. Et en termes de risques, cela représente déjà des dangers, mais pour des jeunes qui ont effectivement l'habitude de l'utiliser plus souvent, voilà, ce risque-là, il est accentué. Alors, il y a un produit qui est très consommé en Afrique, c'est les noix de cola. Beaucoup de gens pensent que c'est un aphrodisiaque, soit ces noix-là ont des capacités sur notre système sexuel. Est-ce que vous, en tant que spécialiste professionnel, est-ce que vous confirmez que ces produits-là ont des effets sur le fonctionnement sexuel de l'individu? Je ne sais pas si au Sénégal, vous connaissez ces noix-là. Les noix de cola, on connaît au Sénégal et c'est peut-être moins que le Mali ou le Burkina ou d'autres pays, mais quand même c'est assez souvent consommé ici. Mais nous, en tant que scientifiques, nous savons que les noix de cola contiennent de la caféine. Et ces noix de cola, avec leur caféine, qui sont très bien dosées en caféine d'ailleurs, sont utilisées à la recherche de performances sexuelles, mais plutôt on va verser ça, disons, dans les performances physiques, parce que tout le monde sait que sur le plan physique, la caféine est un bon stimulus. Sur le plan intellectuel également, sur le plan cognitif, si vous voulez, c'est un bon stimulant. Donc, comme il y a de la caféine et à très bonne dose dans les noix de cola, comme dans d'autres produits d'ailleurs, il est normal que les gens, en fait, fassent un peu la confusion. Mais il n'y a pas de preuve de lien direct entre, disons, cet effet aphrodisiaque tant dit par les populations et nous, ce qu'on en connaît. Alors, docteur, on constate que les Africains, surtout les hommes, font recours aux guérisseurs traditionnels. Ils utilisent des plantes, des potions, des décoctions. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous recommanderiez à quelqu'un de se fier plutôt aux plantes médicinales? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les praticiens et les professionnels du secteur pour aider à la recherche des produits susceptibles de guérir ou, si vous voulez, de stimuler le désir sexuel? Je pense que vous avez donné une partie de la réponse déjà, parce que le souhait, c'est qu'il y ait une collaboration entre nos guérisseurs traditionnels qui travaillent avec les plantes et la science moderne, dans le sens de la recherche, de la confirmation de tous ces espoirs que l'on nourrit avec nos plantes dans la prise en charge de certaines pathologies. Ce serait vraiment heureux que nos connaissances empiriques de ces plantes-là soient aujourd'hui évaluées et éclairées pour un bon usage de ces plantes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que, aujourd'hui, on n'est pas tenté du tout de conseiller à des gens d'aller vers des guérisseurs traditionnels parce qu'on n'est pas capable de garantir, en fait, la qualité des produits qui seront délivrés. C'est difficile à mon niveau de les évaluer parce que je ne maîtrise pas peut-être leur science, mais je sais que nos connaissances les aideraient beaucoup à un meilleur usage qui passerait certainement par des extractions, par des évaluations, par des essais cliniques, par tout un tas de mécanismes qui sont là et qui existent déjà dans beaucoup de pays, dans beaucoup de structures pour évaluer des plantes, aller vers de nouveaux médicaments ou quelque chose comme ça. Nous remercions le docteur Jean-Pierre Diouf qui nous répondait depuis le Sénégal. Pour lui poser des questions ou à d'autres experts sur le sujet, écrivez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ou de l'émission. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez, chers auditeurs, à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa.
Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Guinkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Quand j'ai mes douleurs menstruelles, ça fait très mal au niveau de l'ovule droite. Je ne sais pas, on me dit que c'est normal, ça peut être périodique, ça peut être passagère. Je ne sais pas s'il y a un produit, s'il y a un conseil à me prescrire. Donc ça sera la bienvenue. Malheureusement, cette fidèle auditrice ne donne pas son âge, ce qui est un peu difficile dans l'appréciation un tout petit peu des conseils qu'on peut lui donner. Toujours est-il que ce que je peux dire à cette auditrice, c'est que les règles douloureuses, encore appelées en médecine dysménorrhée, sont très fréquentes. 75% de femmes, par exemple, vont connaître des règles douloureuses dans un certain moment de leur vie. Ceci très souvent est lié soit à un problème hormonal. On aura notamment un excès de sécrétion d'hormones appelées prostaglandines. Ces hormones ont pour effet de provoquer des contractures musculaires au niveau de l'utérus. En tout cas, l'utérus étant un muscle en lui-même, dont ces hormones vont provoquer des contractions du muscle utérin. Mais il n'y a pas que cette cause. On peut aussi avoir des fibromes utérins qui peuvent se manifester par des douleurs au moment des règles. Et il y a aussi des infections, par exemple comme des salpingites, qui sont des infections au niveau des trompes, comme elles se plaignent notamment de douleurs au niveau de l'ovaire droit, au niveau du côté droit, de sa région pelvienne. Ça peut aussi être une infection, une salpingite par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi être une endométriose qui va se manifester par des règles douloureuses, par des douleurs pelviennes. Et dans cette endométriose-là, c'est du tissu utérin qui va aller se greffer soit au niveau de l'ovaire, soit au niveau des trompes. Et pendant les règles, il y a aussi une prolifération du tissu utérin à ce niveau-là, au niveau de cet ovaire-là, au niveau de cette trompe-là. Et ça donne des douleurs comme cette fidèle auditrice se plaint. Donc, vraiment connaître comment prendre en charge ces règles douloureuses-là, c'est surtout connaître la cause. C'est pour ça que je l'invite vraiment à consulter un médecin ou un gynécologue pour qu'il puisse l'examiner et déterminer la cause de ces règles douloureuses. Dans l'attente, moi je lui conseillerais pour soulager, puisqu'elle a demandé un conseil, pour soulager un peu ses douleurs, de prendre du paracétamol. Elle peut associer ce paracétamol à un antispasmodique, comme du Spasfon par exemple, ou associer éventuellement ce paracétamol à un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme je peux citer par exemple de l'Advil, du Ponstil, il y a beaucoup d'autres. Je ne fais pas de publicité ici. Voilà, donc cela lui permettra de soulager un tout petit peu ces douleurs en attendant la consultation médicale, parce que si effectivement le problème hormonal est déterminé, le médecin pourra par exemple lui prescrire un traitement œstroprogestatif comme une hormone pilule œstroprogestative qu'elle va prendre, et ça va soulager correctement ces règles douloureuses. Voilà ce que je pouvais dire à notre fidèle auditrice. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée aux troubles du désir sexuel. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Jeanne Diao, sexologue andrologue à l'hôpital général de Grand Yoff, Dakar. Elle nous a présenté les types de troubles sexuels les plus fréquents, leurs causes et les conseils pratiques pour les éviter. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Jean-Pierre Diouf, pharmacien titulaire à la pharmacie Dar es Salaam de Dakar au Sénégal. Il nous a parlé des produits aphrodisiaques et autres produits stimulants de plus en plus utilisés pour accroître le désir sexuel. Notre consultant, le docteur Armand Guinkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité et à Chouchou Kawa, notre correspondante à Kinshasa, qui a recueilli les questions des auditeurs. Georges Léonard Sagno assurait la réalisation et Aiden Outko était à la console. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Mohamedou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
Votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.